Bienvenue dans For Good, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui construisent une économie juste et soutenable. Thomas est là, bien sûr. Thomas qu'on ne présente plus. Salut. Et aujourd'hui, focus sur la transparence et la confiance envers les salariés comme levier d'engagement. Et pour ce faire, For Good accueille Margot Bussière, directrice des investissements chez Make Sense. Make Sense est une association qui accompagne les organisations et les citoyens à agir collectivement pour une société plus durable et plus juste. Luc Wise est là également, fondateur et CEO de The Good Company, une agence qui entend faire de la communication un levier de transformation de la société. Et puis Mickaël Pinault est là également, secrétaire fédéral de la fédération F3C-CFDT, initiateur du réseau des Sentinelles Vertes, un réseau d'élus d'entreprises engagés dans la transition écologique qui mobilise les salariés et renforce leur pouvoir d'agir au sein de l'entreprise. Bonjour à tous les trois et bienvenue. Au sommaire, le monde du travail évolue et avec lui, les attentes des salariés. Les équipes veulent des décisions compréhensibles, des règles justes et un vrai pouvoir d'agir. Alors, comment construire ou reconstruire la confiance ? Nos invités vont partager ce qu'ils mettent concrètement en place, ce que ça change pour les équipes et ce que ça change parfois en termes d'arbitrage ou de renoncement. Dans le pour ou contre, ils réagiront à cette affirmation: trop de transparence fragilise l'entreprise plus qu'elle ne l'engage. Et enfin, dans le pari d'avenir, chacun partagera une initiative, un outil ou une actualité qui l'a marqué. C'est parti pour une nouvelle émission. Et on commence cette émission avec ton édito, Thomas. Tu pars d'un constat simple, le rapport au travail est en train de changer profondément. Oui, puisqu'il va être beaucoup question de travail équitable aujourd'hui, évoquer le fait que le rapport au travail évolue, la valeur travail aussi d'ailleurs, voilà, confronté à un contexte sociétal et aux réalités de plus en plus grand nombre de citoyennes et de citoyens. Malheureusement, combien d'entre eux, d'entre elles ne vivent plus de leur travail. Tout ça donc questionne donc le rapport. Et là où de plus en plus d'individus demandent un travail équitable, une rémunération juste, donc en comparaison parfois aussi à leur pairs, qui laisse une place dans les prises de décision, tout ça fait qu'on voit bien un rapport qui évolue. Et j'ai trouvé un chiffre très éclairant à ce propos, c'est qu'aujourd'hui 58% des salariés disent que la justice perçue ou l'équité dans leur travail compte autant que leur salaire. Et ça, c'est une étude de 2025 d'Edelman, donc c'est une très récent et qui montre bien à quel point ce rapport évolue. Voilà, l'équité dans le travail, la justice sociale dans le travail, finalement, c'est pas un confort, c'est une condition, à mon sens, de durabilité pour les entreprises. Et alors justement, pourquoi cette quête d'équité devient-elle un pilier aussi fort de l'engagement des salariés ? Parce que dans ce monde qui bouscule, voilà, il devient de plus en plus difficile de prendre des décisions et de les comprendre. Autre statistique très éclairante, 45% des salariés disent recevoir plus d'infos qu'il y a 10 ans, mais ne comprennent pas mieux les décisions qu'ils ont prises par leurs entreprises. Ce qui montre bien que parfois même une boulimie d'information ou une trop forte transparence, trop forte communication peut noyer un petit peu la capacité à comprendre. Et ça, c'est très, très éclairant, je pense, pour le débat qu'on aura aujourd'hui. Alors, peut-être dire un mot sur cette notion d'équité dans le travail, puisque c'est le thème de l'émission, une rémunération juste et compréhensible, des conditions de travail dignes, évidemment. On parlera peut-être aussi d'un management qui doit davantage prendre soin que épuiser les humains, les ressources. Et puis une gouvernance qui donne prise dans les décisions aux équipes, parce que quand une seule de ces briques vient à manquer, c'est une forme de confiance qui s'effrite et l'engagement des salariés dans le projet d'entreprise avec. Alors pour rendre cette équité tangible, il faut que la transparence soit suivie de capacité d'agir. Sinon, cette transparence n'est qu'une vitrine, alors qu'en réalité, elle doit être un révélateur du contrat social de l'entreprise. Et alors, est-ce qu'on surestime le pouvoir de la transparence quand les règles du jeu, elles, ne changent pas ? On parle beaucoup en ce moment dans les médias de tensions sociales, de problèmes de pouvoir d'achat, dans certains secteurs, de pénurie de compétences. Mais derrière ces symptômes, il y a surtout une cause, à mon avis, structurelle. C'est un sentiment d'injustice de plus en plus fort. Alors on peut mettre tous les chiffres que l'on veut sur la table, partager toutes les informations. Si les équipes ne peuvent pas agir dans la continuité, devenir actrices d'une plus grande équité dans leur entreprise, alors à mon avis, les effets peuvent être dévastateurs, peut-être contraires au bénéfice initial. La vraie question donc, c'est qu'est-ce qu'on autorise à mettre à l'agenda des discussions dans l'entreprise, dans le cadre du dialogue social notamment, jusqu'où est-ce qu'on crée les conditions d'une participation des salariés dans la prise de décision, dans les arbitrages, dans les priorités, dans des choix stratégiques. Dernière statistique que j'aimerais partager, c'est que 72% des salariés en France estiment ne pas pouvoir influencer les décisions qui impactent leur propre travail. C'est bien dire à quel point il y a une forme de déconnexion entre les décisions et ce qu'ils vivent. Ça, c'est une étude de France Stratégie de 2024. Une transparence qui se veut donc utile, c'est une transparence qui ouvre un espace de discussion derrière.
Alors comment on passe de l'information à la capacité d'action? Bien, ça, c'est surtout à nos invités d'apporter des éléments de réponse à cela, et ils nous parleront d'initiatives et de bonnes pratiques qu'ils ont pu voir ou mettre en œuvre dans leurs propres organisations pour que nos entreprises, de plus en plus, puissent être une vitrine de la vitalité démocratique collective que l'on voit de moins en moins malheureusement dans notre société au sens large du terme, et peut-être même d'ailleurs que l'entreprise ou les entreprises, dans certains cas, peuvent être des bastions d'une vie démocratique très vive, avec un débat contradictoire parfois qui est accepté, qui n'est pas trop dogmatique, trop clivant, et source du coup d'une meilleure résistance de nos entreprises aux fluctuations de notre temps, et il en va de leur pérennité à mon sens. C'est là que la transparence, notamment qui est un fil rouge dans cette thématique du travail équitable, peut devenir un levier stratégique, mais comme j'ai dit précédemment, si la confiance elle ne naît pas que de ce que l'on montre, elle naît de ce que l'on partage, et c'est parti pour l'émission. Merci Thomas, merci d'avoir posé le décor. On passe au pour ou contre. Et Thomas vient de poser le cadre. Voyons désormais comment la question se vit par nos invités. Alors, pour ou contre cette affirmation, trop de transparence fragilise l'entreprise plus qu'elle ne l'engage. Margot. Pour. Luc. Contre. Michael. Contre. Thomas. Je serai pour. Très bien. Margot, vous pouvez commencer à développer. Donc, moi, je travaille chez Make Sense. Chez Make Sense, on travaille à la fois avec des citoyens, des entreprises et des entrepreneurs. Et la question de la transparence et de la mise en place de cette transparence revient assez souvent, et notamment avec l'exemple de la grille de rémunération et comment on la partage, à qui, etc. Et on a beaucoup de mauvais retours d'expérience des fondateurs qui nous disent moi, j'ai mis ma grille à disposition sur le drive, dans l'entreprise, etc. Et en fait, ça a engendré énormément de tensions entre les salariés, d'incompréhension, etc. Alors, la transparence pour la transparence, nous, on est plutôt contre. Ce qu'on pense, c'est que la transparence, elle doit être accompagnée si on veut qu'elle crée de l'engagement. Et du coup, pour accompagner cette transparence, il faut à la fois qu'il y ait le bon cadre de confiance et le bon cadre de partage de cette information-là. Et donc, ça veut dire de la pédagogie, préparer les discussions, avoir des temps d'échange sur ces éléments qu'on partage, laisser à chacun le temps de s'approprier les outils, laisser à chacun le temps aussi de poser ses questions, d'avoir un espace pour avoir aussi des retours des managers en l'occurrence. Et avec ce cadre-là, on arrive à faire de la transparence un outil d'engagement. Mais sans ce cadre-là, la transparence ne fonctionne pas toujours. Luc. Alors, c'est une question polarisante, forcément. Probablement, il y a de la nuance, mais moi, j'ai dit que j'étais contre parce que je trouve que trop d'opacité a aussi fragilisé l'entreprise. Les non-dits. On sait qu'aujourd'hui, les entreprises traversent une crise de confiance, comme toutes les institutions, mais si on veut faire société, il faut quand même que les populations, les gens, les êtres humains, gardent une confiance dans leurs institutions, dans l'entreprise. Et c'est vrai que la raison pour laquelle je dis que j'étais contre, c'était surtout comme antidote à ce qui se passe avec le capitalisme depuis le virage néolibéral du début des années 80, où le capital a tendance à se financiariser, donc être un peu hors sol, a tendance à se mondialiser, donc aller loin, et puis aussi de se dématérialiser. Et donc, c'est de plus en plus difficile à créer la confiance, parce que c'est loin, c'est ailleurs. Et donc, ça me semble important que, comme antidote à ce manque de lisibilité que peuvent avoir les entreprises, qu'il y ait un certain niveau de transparence. Alors après, comme tout antidote, et je te rejoins, je vous rejoins, il ne faut pas tout faire et tout dire. La transparence, c'est pas de tout dire tout le temps, mais en tout cas, c'est pouvoir expliquer. Et il faut que ça s'inscrive dans un cadre aussi. Il faut s'inscrire dans un cadre défini. On ne peut pas non plus tout dire tout le temps à tout le monde, c'est pas ça, mais en tout cas, il me semble qu'aujourd'hui, les entreprises ont tendance à pécher par manque de transparence que par un surplus de transparence. Alors, il y a des excès dans les deux cas, mais globalement, aujourd'hui, quand même, et c'est une des raisons pour laquelle on a créé The Good Company, c'est une des raisons, c'est de redonner une lisibilité à l'action de l'entreprise. Et donc, pour rendre l'action lisible, pour que les personnes se sentent engagées dans l'entreprise et qu'il y ait du sens à ce qu'ils font, qu'ils ne soient pas aliénés, au sens presque marxiste du terme. C'est-à-dire que je produis des choses, mais je ne sais pas à quoi ça sert et où ça va. Ça me semble vital d'avoir une information transparente, maîtrisée, effectivement, à des moments clés. Souvent, c'est quand même aussi lié à la taille des organisations. Dès lors qu'on grandit, il y a une vigilance accrue sur les informations que l'on distille, parce qu'on peut avoir des retours de bâton, on peut être sursollicité par des
tonnes de questions en retour par les équipes ou des parties prenantes externes, etc. C'est peut-être moins vrai dans des organisations de plus petite taille. Nous, on essaie de trouver un juste milieu chez Nord6. On a appelé ça la démocratie éclairée. Donc, on est plutôt en faveur d'un partage de l'information, mais bien dosé, donc notamment d'adresser les informations aux bons interlocuteurs, aux personnes qui sont cohérentes, qui sont en capacité d'interpréter, et évidemment en accompagnant la mise à disposition de l'information par des échanges. Sinon, c'est là qu'on peut avoir des effets inverses, où une mauvaise interprétation, un mauvais relais du message vous dessert complètement dans l'intention première, qui est soyons les plus outillés possibles pour prendre les meilleures décisions ensemble. Voilà. Et chez nous, ça ne peut pas être surtout avec tout le monde. C'est pour ça que j'étais plutôt du côté de Margot sur la réponse à la question, plutôt dans l'idée que attention à faire trop de transparence au risque de se retrouver pénalisé, quand bien même on le fait au départ pour des bonnes intentions. Oui, parfois l'enfer est pavé de bonnes intentions. On va pouvoir, oui. développer un peu, mais Mickaël, il n'a pas pu argumenter sur son... Non, mais je vais reprendre un petit peu, je vais faire un peu, pas une synthèse, mais moi je me reconnais effectivement dans les arguments que proposait Margot, mais je préfère aussi le contre, comme Luc, parce qu'effectivement, comme le rappelle Thomas, en fait la transparence n'est pas neutre. Mais je pense que ce qui fragilise le plus une entreprise, ça va être l'opacité, ça va être une forme de gestion d'information qui est arbitraire. Et à un moment donné, je pense que si on veut avoir des parties prenantes qui deviennent des vrais partenaires, il faut effectivement qu'il y ait un plus grand partage. Et en tant qu'organisation syndicale, les militants, les élus de la CDT dans les entreprises, on passe tellement d'énergie à aller chercher de l'information qu'on n'a pas, alors que pourtant la loi oblige les entreprises à donner ces informations pour leur permettre de bien juste faire leur travail en fait d'élus d'entreprise ou de délégués syndicaux. Ce travail-là d'aller chercher sans arrêt les informations, effectivement, on fait le constat qu'effectivement, on manque vraiment de transparence aujourd'hui dans l'accès à l'information aux entreprises pour bien travailler. Et après, ce qu'on attend, j'aurais des exemples très concrets, effectivement, pour montrer sur des petites choses en quoi c'est vraiment l'intérêt également des entreprises de donner de l'information, des transparences sur des sujets précis qui permettent effectivement d'avoir... Eh bien, par exemple, Thomas parlait de Nord6. Moi, je vais reprendre en fait le permadialogue, l'accord qui a été réalisé avec les équipes de Nord6 et la reprise en fait de grands principes qui sont très très importants. Il y a eu deux sujets qui ne sont pas forcément traités par les salariés, qui sont souvent en fait une chasse gardée au niveau d'une direction. Par exemple, ça va être le turnover et ça va être l'absentéisme. Comment est-ce qu'on gère ces éléments-là ? Ces éléments-là, ils ne sont pas forcément donnés, ils sont rarement donnés dans un CSE, ils ne sont pas donnés aux élus. Mais si effectivement on commence à le partager, si on a une transparence sur notre entreprise, on a besoin de fidéliser, on a besoin d'avoir des collaborateurs qui ont envie de rester dans l'entreprise. Si on ne partage pas des indicateurs comme par exemple des gens qui partent en maladie, des gens qui sont fatigués, qui ne viennent pas ou qui viennent en retard, ou alors des turnovers importants, ça c'est des indicateurs qui sont dangereux pour toute l'entreprise. Et quand ces informations-là, elles sont vraiment partagées au niveau d'un CSE, c'est exactement ce qu'a fait Nord6. Moi, je ne connais pas beaucoup d'entreprises qui ont partagé cette information pour refaire un outil de pilotage co-géré, en fait, avec la direction et les salariés. Le fait de dire, l'absentéisme, voilà où est-ce qu'on en est, c'est quel objectif on va se donner pour réduire l'absentéisme, quels moyens on va utiliser, ou alors simplement la question du turnover. Il y a des secteurs d'activité où il y a beaucoup de turnover. Comment est-ce qu'on arrive à le réduire ? Et ça, le fait de partager cette information, d'être transparent sur ces sujets-là, ça veut dire que demain, les parties prenantes, les élus d'entreprises, les mandatés syndicaux, en fait, ils deviennent vraiment des alliés. On a tous un même objectif, qui n'est pas de vérifier, de demander, de réclamer, mais vraiment agir ensemble. Et donc, on a un pouvoir d'agir ensemble avec une direction. Si on dit, on a vraiment intérêt, effectivement, à voir comment collectivement, parce qu'on a accès à l'information, on va travailler sur l'absentéisme, ou alors on va travailler sur la réduction d'un turnover. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer brièvement, parce que vous l'avez évoqué, le rapport perm-entreprise je vais prendre la balle au bon dans ce cas, et d'autant que c'est là qu'en fait la transparence rend compte ce qu'on pourrait appeler le travail équitable plus largement, pour j'aimerais bien qu'on puisse élargir un petit peu aussi le sujet. Le fait de partager ces informations avec les acteurs les élus du personnel, dans le cadre du dialogue social, qui est quelque chose de très normé en France, fait que on peut avoir des discussions qui vont éviter notamment de faire des choix spécifiques à la trajectoire de chaque individu. Quand Mickaël parle de turnover ou d'absentéisme, en réalité, ce qu'il y a derrière, c'est la santé mentale et physique des équipes.
Et très souvent, c'est un sujet qui est individualisé et il doit l'être en partie. Mais pour qu'une entreprise propose des conditions équitables, il faut pouvoir prendre des décisions qui sont motivées par des critères similaires. Et donc nous, ce qu'on a décidé de faire pour y arriver, c'est qu'on a fait évoluer les accords qui régissent le dialogue social chez Norcis, en intégrant des dimensions nouvelles qui n'étaient pas présentes précédemment, qui sont peu présentes en règle générale. Et Mickaël évoquait des thématiques plutôt sociales. Il se trouve qu'on a aussi intégré, et c'est pour ça que c'est PERMA, une dimension environnementale, en parlant notamment du bilan carbone et de la préservation de la biodiversité, parce qu'il est évident aujourd'hui que le social et l'environnemental sont liés, donc on veut que les acteurs et les élus du personnel s'en saisissent aussi. Margot, chez Make Sense, les salariés décident de leur salaire. Les décisions se prennent par sollicitation Alors, est-ce d'avis. qu'ils sont tous très riches? C'est d'ailleurs la première question qu'on doit se poser. Alors, forcément. C'est l'autocensure aussi, c'est Non, aussi mais- être inverse. La première question qu'on se demande nécessairement, c'est est-ce que cette transparence absolue sur les salaires ou Ouais. les décisions, ça crée de la jalousie, de la comparaison, des non-dits? Ouais, alors peut-être pour revenir un tout petit peu, remettre un tout petit peu de contexte sur Make Sense, comment on fonctionne. Nous, on a une gouvernance, on a décidé il y a quelques années de passer en gouvernance partagée. Donc, c'est-à-dire que tous les salariés ont le droit de prendre des décisions éclairées. Donc, ils peuvent à la fois être sollicités sur des décisions et prendre des décisions. Et ils ont accès à l'information sur toutes ces décisions qui vont être prises pendant toute la vie de l'entreprise. Tous les salariés sur tous les sujets potentiellement. Alors, tous les salariés qui sont là depuis une certaine période et qui se projettent pour une certaine période. D'accord. Et alors, sur tous les sujets, oui, même si l'objectif, c'est pas que tous les salariés se prononcent toujours sur tout. Parce que c'est là où on retrouve un petit peu l'idée qu'on avait au départ de la transparence sans cadre, potentiellement peut mener parfois à une infobésité ou alors à une confusion des rôles, des responsabilités. Le but, c'est quand même que chaque salarié soit conscient du périmètre sur lequel il a une influence, mais on a l'accès. Disons qu'à partir du moment où on a cet accès à la transparence, à l'information, on va avoir un rapport aussi aux décisions qui est assez différent. C'est-à-dire là où avant, moi, je voulais qu'on me tienne au courant parce que je veux pouvoir donner mon avis et potentiellement dire si je suis pour ou contre. À partir du moment où où c'est possible et que j'ai confiance dans les personnes qui vont prendre des décisions, et je ne vais plus forcément être en train de me demander est-ce que je suis pour ou contre cette solution, mais est-ce que j'ai confiance dans les personnes qui vont prendre ces décisions. C'était juste pour te répondre là-dessus. Donc, gouvernance partagée, forcément, la transparence, c'est au cœur de tout. On a besoin de transparence pour que tout le monde ait accès aux informations et pour que tout le monde puisse prendre les meilleures décisions. T'en parlais aussi un petit peu, Thomas, comment on met en place le meilleur cadre pour prendre les meilleures décisions. Et donc, sur le salaire... peut-être quand on a voulu mettre en place ce cadre-là, il y a quand même 3 grands sujets qui étaient sur lesquels on s'est dit on va peut-être pas les mettre directement sur la table de la gouvernance partagée. C'était les recrutements, les départs et le salaire. Donc forcément des sujets avec beaucoup de cas particuliers, d'interpersonnels et sur lesquels potentiellement on pouvait avoir aussi pas mal de tensions. Et donc petit à petit, on a réussi sur le recrutement et le salaire à mettre ces deux aspects du modèle sur un mode de gouvernance partagée. Et donc aujourd'hui, on a effectivement une grille de salaire sur laquelle, qui repose sur 3 grands principes. L'équité. Donc l'équité, c'est-à-dire que entre le plus bas salaire, plus haut salaire, on a un différentiel de 4. Le plus bas salaire est à 25 000 et 100 000 pour le plus haut. On a aussi une équité dans les métiers. Nous, on a envie de pouvoir prôner une société durable et inclusive en externe, mais aussi en interne. Et donc, on a des métiers très différents. On a des personnes qui font de l'engagement citoyen, des personnes qui font de l'investissement. Et on a décidé d'avoir une grille de rémunération qui gomme un peu ces écarts qu'on va avoir sur le marché. Avec Donc, c'est lié à de la seniorité plus qu'à des types de compétences. Ça va être lié à la seniorité, de l'expertise sur mon métier. Okay. Et à de l'engagement, de la participation, de l'engagement en interne dans le projet de l'entreprise. Okay, d'accord. Mais on ne va pas survaloriser le métier du financement parce que sur le marché, les salaires sont plus hauts, etc. D'accord. Ça pose d'autres problèmes de recrutement, etc. Mais... Donc l'équité. Le deuxième, c'est la transparence. Donc tous les salaires sont transparents. On peut savoir aujourd'hui qui est positionné où dans cette grille. C'est aussi une transparence dans la prise de décision. C'est-à-dire que moi, si demain je veux changer de salaire, je vais consulter les personnes avec qui je travaille, les solliciter pour leur présenter c'est quoi mon projet
d'augmentation, comment je le justifie, comment ils s'engagent dans une démarche raisonnée, justifiée, argumentée, prendre leur retour là-dessus et ensuite, avec leur retour, moi, prendre une décision finale. Et donc, c'est le dernier principe de la grille, c'est que on s'auto-positionne. Donc, c'est nous-mêmes qui sommes décisionnaires sur nos salaires. Alors, est-ce que tout le monde est riche ? Qui a le fin mot ? Qui a le fin mot ? C'est le collectif. Le fin mot, c'est la puissance du collectif. C'est-à-dire que si à un moment, les 3 personnes autour de moi me disent « Margot, on a l'impression que c'est peut-être pas le bon moment », soit parce que tu n'as pas acquis les compétences, ou soit parce que en ce moment, le budget est quand même un petit peu à risque, c'est à moi de prendre la responsabilité de me dire « Est-ce que je veux aller à l'encontre de ce collectif-là ou pas ?» Et donc, je peux le faire. Et après, si je vais à l'encontre de ces avis, j'ai une dernière étape dans mon process qui me permet à quelqu'un de rentrer en conflit potentiellement avec cette décision. Et on a un organe qui va arbitrer en cas de conflit non résolu en ultime instance. Et donc, on retrouve un peu ce que je disais aussi en entrée sur le cadre à la fois du process, un process qui est hyper clair avec des étapes où je vais valider certaines choses, des outils, et puis après, tout le cadre de confiance aussi. Donc, forcément, une organisation partagée repose aussi sur le fait que j'ai confiance dans le fait que les personnes autour de moi vont prendre des décisions éclairées pour elles et pour l'avenir de l'entreprise. On va pouvoir y revenir plus en détail dans Retour de terrain. Luc, donc vous êtes dirigeant d'agence et chez The Good Company, les salariés sont actionnaires. Oui. Les personnes en CDI, donc, Oui. en dur. Oui. Les écarts de salaire sont plafonnés. L'écart, c'est un écart de maximum x 10. C'est-à-dire que le salaire maximal ne peut pas être supérieur à 2 fois le salaire minimal, 10 fois le salaire minimal. Donc, ce rapport de 1 à 10, quand on sait que le CAC 40, le rapport est plutôt plus de 200. Bon, voilà. Oui. Et alors, est-ce que, comme chez Make Sense, il y a une transparence totale sur les salaires ? Non, il n'y a pas une transparence totale sur le salaire. Pourquoi ? Parce que ce qu'on a, une autre solution, c'est qu'on a une grille de salaire pour chaque poste et les gens connaissent le grille de salaire. D'accord. Donc il y a plus une fourchette qui est connue de tous. Une fourchette connue de tous, ce qui fait qu'on sait qu'à tâche équivalent, il ne peut pas y avoir d'énormes différences. Après, il faut un peu de méritocratie, un peu de jeu en fonction de la courbe de progrès de chacun, mais les gens sont au courant de effectivement la grille de salaire. Après, on n'est pas allé jusqu'à divulguer le salaire des uns et des autres. D'autres l'ont fait. Pour l'instant, on n'a pas franchi ça. Peut-être qu'on le fera. Ouais. Nous, on ne l'a pas fait non plus. Je pourrais donner un exemple. Ouais. Une raison, c'est que quand vous êtes multi-territoire, les bassins d'emploi variant, les grilles de rémunération varient aussi. Et je ne suis pas sûr que ce serait bénéfique que de dévoiler en interne les salaires de tous les membres dans des territoires différents où les niveaux de rémunération du marché Et sont chez pas les Nancy, mêmes. il y a des écarts de salaire aussi plafonnés ? Alors, on l'a plafonné, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, ça fait partie des critères qui sont imposés dans Bicorp, avec un écart maximal qui se situe autour de 1 à 7, qui est la cible idéale. Et donc, si on la dépasse, on n'a pas de reconnaissance pour ça. Mais la cible idéale étant celle-ci, et varie selon la taille des organisations, puisqu'en effet, quand on est une entreprise multinationale avec des dizaines de milliers de salariés, et ce qu'on appelle des capitaines d'industrie, peut-être à tort parfois d'ailleurs, mais qui portent sur leurs épaules une responsabilité énorme, on peut quand même tolérer qu'il y ait une forme d'écart plus important que 1 à 10, sans aller jusqu'à 1 à 200, où là, évidemment, on touche à des niveaux d'inéquité qui semblent difficilement tenables. Et est-ce que le niveau de transparence que vous appliquez chez The Good Company, il vous a déjà mis en difficulté ? Est-ce que la gouvernance de l'agence a déjà été fragilisée par ce niveau de transparence ? Ou même votre rôle de dirigeant, la confiance des salariés ? Non, je pense qu'il y a plus une demande d'être encore plus transparent. C'est rare qu'on nous a reproché d'être trop transparent. Ce qui est sûr, et ça rejoint ce que disait Thomas au début, c'est que l'agence grandissant, on a dû faire évoluer un peu la notion de transparence. C'est-à-dire qu'au début, vraiment, une des raisons de la création du Good Company, c'est d'être en bonne compagnie. Et donc, au-delà du côté good, accompagner à l'externe, avec nos clients des transitions écologiques et sociales, c'est en interne créer des conditions de management plus juste et plus transparent aussi. C'est une raison pour laquelle, d'ailleurs, on a cet actionnariat salarié. C'est pas juste une question de distribution de la richesse, parce que ça, on aurait pu le faire avec d'autres systèmes, des intéressements, des bons de souscription, des stock options. Il y avait vraiment cette volonté, dès le début,
au-delà des salaires, qui est un sujet, mais vraiment dans la conception même de la société, créer de l'actionnariat pour être obligé de rendre des comptes. C'est qu'en faisant de chaque salarié un actionnaire en dur de la société, ça nous oblige à rendre des comptes. Et c'est pas qu'une question économique, c'est aussi une question de gouvernance et je dirais de transparence. Je pense que beaucoup de gens aujourd'hui souffrent des bullshit jobs, beaucoup de gens aujourd'hui souffrent d'un manque de confiance dans leur boîte. Moi, je me souviens la première fois où j'étais dans une entreprise où je me dis, en fait, moi, ce que je fais, moi, avec mes camarades, a un impact direct sur le bien-être de la société. J'arrive à corréler les deux. Je ne suis pas juste un maillon d'un grand truc que je n'arrive pas à décrypter. J'ai travaillé dans des grands groupes où on recevait à la fin de l'année, on recevait l'intéressement. Sauf que, en fait, on ne savait pas très bien pourquoi c'était haut ou bas en fonction des années. Et donc, quand les gens reçoivent de l'argent, ils ne savent pas pourquoi, ça ne crée pas vraiment de sens. Donc, quand on a peu, on est déçu. Et puis on y pense pendant longtemps, et puis quand on a beaucoup, on est content, mais quand on ne sait pas pourquoi, en fait, on oublie assez vite. Et donc, il y avait cette idée de recréer de l'engagement. Et moi, ce que j'aime bien dans cette idée de salarié actionnarial ou d'actionnariat salarié, c'est effectivement, ça nous oblige à être transparent. Ça nous oblige aussi à faire la pédagogie économique, créer la citoyenneté économique. Concrètement, aujourd'hui, on a notre Worker Co, donc qui détient, c'est le collectif des salariés qui détient une partie de The Good Company, de Good Group. Ils approuvent les comptes. Donc, et puis ça rend tout le monde plus solidaire, finalement. Ça rend les gens plus solidaires. Et l'autre chose aussi, c'est là où je dis que plutôt la transparence nous a aidés, c'est que typiquement, au début, je faisais toutes les semaines. L'agence grandissante, les gens m'ont dit pas trop d'infos, tu commences à nous emmerder. Et deux, aussi, le cercle de confiance est plus difficile à gérer. Mais nous, tous les trimestres, on explique à tout le monde, y compris les stagiaires, où on en est en termes de chiffre d'affaires, de marge brute et d'EBIT. Et donc, ça a plusieurs avantages. Vous faites un peu de démocratisation, enfin de vulgarisation aussi, pour ceux qui sont les moins armés pour comprendre de quoi on parle. Tout à fait. Et donc, expliquer des indicateurs clés de nos métiers. Dans les grands groupes, on apprend ça au bout de 15-20 ans d'expérience. Peut-être, Luc, préciser la taille, la dimension. Aujourd'hui, on est 80 dans le groupe. Voilà, donc 80 personnes, ça commence à faire une certaine taille critique. Oui. Okay. Et on a commencé à 8. Alors, au début, à 8, toutes les semaines, il y avait la diatribe du président qui emmenait... Et à un moment donné, je me suis rendu compte que ça emmerdait tout le monde. Mais en revanche, aujourd'hui encore, c'est très important parce qu'ils sont aussi actionnaires, de leur expliquer où on en est. Et ça a plusieurs avantages. Ça permet... Je trouve que beaucoup de grandes entreprises infantilisent, y compris leurs cadres, les dirigeants, en leur donnant pas toutes les clés de compréhension du truc. Et donc, expliquer même à un stagiaire ou un jeune chef de publicité ou un assistant ou une assistante, c'est quoi l'EBIT, comment ça marche, où est-ce qu'on en est, si on est en retard, il y a plusieurs années, on a été en retard sur nos chiffres. Le fait de l'expliquer fait que les gens se mobilisent et ils se disent pas, en fait, on a la pression parce que les actionnaires veulent gagner plus d'argent. Ils disent, nous aussi, on est actionnaires et on est dans le même bateau. Et donc, OK, on nous demande un effort supplémentaire, mais si on le fait, on sera rémunéré, on aura notre récompense. Et donc, ça, on a très peu de turnover, par exemple. On a un engagement très fort et c'est plus facile de faire passer après d'autres messages managériaux, y compris désagréables, si on expliquait en juillet que le marge brute, le chiffre d'affaires ou l'EBITDA n'était pas au rendez-vous. C'est toujours désagréable de se séparer des gens, mais ça permet aussi aux gens de comprendre le pourquoi du comment, et ça ne leur tombe pas dessus comme Deus Ex Machina. Mickaël, je vous vois doliner des têtes. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on passe au retour de terrain ? Je trouve ça très intéressant ce que dit Luc, parce qu'effectivement, ça fait partie des revendications des salariés et de leur organisation, le fait d'accéder à plus de gouvernance. Thomas parlait dans son édito de partager la valeur. Donc en fait, une recherche de compréhension du sens de la manière dont la valeur qui est produite par l'entreprise est partagée. Également, ce que rappelait Luc, c'est très intéressant de voir un petit peu d'être en capacité de donner la possibilité à des salariés de prendre de la hauteur pour comprendre en fait les tenants aboutissants aussi de leur activité. Ça, c'est essentiel pour donner du sens aussi au travail.
Et sur la rémunération, alors c'est étonnant, c'est pas une revendication des organisations syndicales de demander la toute transparence. Je pense qu'il y a une manière Oui, aussi. est-ce que c'est ce que tout le monde veut d'ailleurs? On va dire les salariés, les premiers concernés, est-ce qu'ils en ont envie de... C'est un sujet qui est autant tabou peut-être dans une DRH que côté des salariés, qui n'a pas forcément envie de... Oui. Donc chacun a sa propre stratégie, mais c'est pas effectivement une revendication, je dirais, poussée de manière très forte par les organisations syndicales. Parce que je pense qu'il y a une manière de se dire et de se défausser en disant c'est le problème des RH, c'est le problème des directions. Je pense qu'il y a ça un petit peu. Par contre, ce qui est très intéressant et très, très important pour les organisations de salariés comme la CFDT, c'est d'aller sur de la recherche de l'augmentation collective de rémunération. Donc il y a des obligations effectivement de négociation annuelle obligatoire pour la rémunération de l'ensemble en fait des salariés. Il y a également la recherche d'aller sur non pas des primes individuelles, mais où il y a le doigt de Dieu qui dit on ne sait pas trop comment ça va qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une direction ou d'un patron, mais aller sur des accords, en fait, des accords négociés sur des primes d'intéressement dans lesquels on peut aussi définir des indicateurs. Et on arrive petit à petit, par exemple, à avoir des indicateurs qui sont un peu nouveaux. On peut innover, on peut faire beaucoup de choses, en fait, dans la négociation, dans le dialogue social. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Il suffit d'être d'accord, en fait. Il suffit que les deux parties soient d'accord et, en fait, on peut vraiment tout imaginer, y compris d'intégrer des indicateurs qui soient un peu innovants. Ça peut être en lien, par exemple, à un bilan carbone, ça peut être en lien avec la consommation d'électricité, ça peut être en lien avec tout un tas de sujets sur le fait de dire, on parlait tout à l'heure du turnover, on pourrait dire collectivement, on fait en sorte que nos salariés soient heureux, on veut être heureux tous ensemble, et du coup, on met un indicateur bonheur, pourquoi pas, dans un accord d'intéressement, parce qu'on souhaite effectivement que collectivement, on ait un plus grand partage de la valeur, également sur les indicateurs qui ne soient pas uniquement des indicateurs de chiffres, qui ne sont pas forcément toujours motivants. Voilà. Restez avec nous, il est temps de passer au retour de terrain. Et c'est le retour de terrain. Et Thomas, tu voulais commencer? Bah oui, parce qu'en fait, vu ce que vient de dire Mickaël, je voudrais partager une expérience récente chez Norcis qui m'a plutôt surprise d'ailleurs dans la façon dont ça s'est déroulé. En fait, il se trouve qu'historiquement, les accords d'intéressement pour les salariés étaient indexés sur leur niveau de rémunération. Donc l'intéressement à la performance était fonction du niveau de salaire des individus. Et plus ils avaient un gros salaire, plus ils avaient une grosse rétribution en fin d'année. Et il y a eu la proposition de les rendre équitables, c'est-à-dire la même rétribution pour tout le monde, quel que soit le niveau de salaire, puisque finalement le salaire est déjà indexé sur un niveau de compétence, voire de performance d'une année sur l'autre. Donc on a proposé aux acteurs du CSE de se saisir du sujet, et il n'a pas fallu 3 heures de débat pour que tout le monde s'aligne en disant, même au désintérêt de certains membres du CSE, mettons une participation égalitaire, puisque maintenant, comme ça, on aura tous la même récompense, quel que soit notre niveau de rémunération, sur la réussite de l'année. Margot, comment est-ce que vous faites pour fidéliser les profils qui pourraient gagner davantage sur le marché? Vous en parliez tout à l'heure, le sujet se joue plutôt ici, quoi. Peut-être que c'est un secret. Non, mais qu'est-ce qui les convainc de rester? Est-ce que le sens, c'est suffisant? Est-ce que quand on rentre chez Make Sense, il y a une forme de renoncement qu'il faut accepter? C'est une très bonne question, et je fais aussi un petit peu le lien avec... Elle a dit tout à l'heure qu'il fallait s'engager sur une certaine durée à l'avenir pour pouvoir rentrer dans les discussions. Moi, je trouve que c'est un très bon outil pour faire rester les gens. Alors oui, il y a ça, mais rien que le mot engagement est important. Et non, Thomas, vous parliez aussi tout à l'heure de... vous parliez tout à l'heure de... j'ai perdu. Je vais essayer de retrouver de quoi je parlais, mais comme il y a plusieurs choses, c'est pas évident. Le prix d'intéressement Ah oui, du monde aussi. Enfin, on va avoir, non seulement on a des personnes qui aujourd'hui ont des marches... Enfin, ont des salaires qui sont décorrélés par le marché, mais on a aussi une réalité qui est, comme Thomas disait, que le travail paye de moins en moins. Et donc, aujourd'hui, nous, on est une association, on est 90, et on a besoin de pouvoir fidéliser des salariés avec des salaires qui ne sont pas forcément toujours... qui permettent de vivre, et qui permettent de vivre plutôt bien, qui sont au-dessus d'un certain nombre de médianes, mais qui, dans un monde où le coût de la vie augmente, sont pas toujours... permettent pas toujours à tout le monde de vivre dans les meilleures conditions. Ouais. Et donc forcément, il faut qu'on soit innovant, il faut qu'on puisse créer de l'incentive différemment. Et je pense que le modèle de la gouvernance partagée est un atout assez considérable, puisque en fait, il permet à tout le monde de se saisir de la direction de l'entreprise, et donc d'être engagé dans le projet, d'être partie prenante, et donc de pouvoir se projeter à long terme, puisque ça devient un petit peu son projet, puisqu'à son échelle, il peut aussi décider d'orientation stratégique
et il peut aussi mettre en place au sein de l'entreprise des projets qui lui tiennent à cœur. Donc on a comme ça vu émerger Make Sense, on gère aujourd'hui 200 millions d'actifs sous gestion. Il y a 5 ans, on ne le faisait pas. Et à un moment, il y a 3 personnes qui se sont dit, nous, on a envie de créer ça au sein de l'entreprise et qui ont créé ça. Et donc cette liberté, c'est une forme d'engagement. Bien sûr, le sens, c'est une forme de... Le niveau de responsabilité, en fait, quelque part. Niveau de responsabilité. Mais de prendre des initiatives. Exactement, de créer son parcours. Aujourd'hui, je n'ai pas de manager, donc je ne vais pas subir aussi les décisions de ce manager qui va aller me placer à tel endroit ou à tel endroit. Moi, je peux aussi être responsable de quel est le parcours que je veux créer au sein de mon entreprise. Et je peux choisir à la fois dans mon métier, mais aussi de créer des parcours, ce que je disais tout à l'heure, un petit peu dissidents, où j'ai envie d'innover aussi au sein de mon entreprise. Donc, ça revient sur ma contribution au sein de l'entreprise, ma capacité à innover dans mon entreprise et ma capacité aussi à faire en externe, montrer aussi ce nouveau modèle. Nous, ce qu'on cherche à faire beaucoup chez Make Sense, c'est pousser un petit peu la limite sur un certain nombre de sujets. On a parlé de la transparence, de la gouvernance, la grille de salaire. Forcément, on ne s'attend pas à ce que demain, tout le monde fasse la même chose, mais l'idée, c'est de montrer qu'on peut faire les choses différemment, à une échelle qu'on trouve quand même 90 personnes, ça commence à devenir quand même une belle démonstration, et que chacun puisse après s'approprier des briques du projet qui lui ressemblent. Et on trouve que c'est intéressant. On a parlé de l'intéressement des salariés, on a parlé de la grille, à chacun de s'approprier ça. Et du coup, pour revenir, comment on fidélise, c'est principalement avec ce côté engagement et la quête de sens aussi à travers le projet. Notons que Make Sense, Good Company, Narcisse, on est sur des taux de turnover globalement très bas, qui montrent a priori qu'on ne se trompe pas complètement, et que sans forcément aller jusqu'à la transparence du salaire, le fait d'avoir une grille, et donc des perspectives où je sais sur 5 à 10 ans comment je peux évoluer, et quel est le niveau de compétence à acquérir pour passer à la case d'au-dessus, c'est clair. Ça offre de la clarté dans un monde qui ne l'est plus. Et ça, c'est quand même assez rassurant, je pense, pour des équipes. Luc, vous abondez. Oui. Vous avez le droit de pas être d'accord aussi. Non, mais je pense que quand on s'entoure de gens intelligents et qui ont l'esprit d'équipe, il y a 2 exemples qui viennent à l'esprit. Il y a mes 2 directeurs généraux il y a 2 ans qui m'ont dit on ne veut pas d'augmentation de salaire. On préfère qu'on investisse dans les équipes parce que nous, on a besoin de plus d'aide et on est prêt à faire un sacrifice. Parce que pour nous-mêmes, parce que collectivement, ça sera mieux. Et j'ai un autre exemple aussi récemment, c'est que j'avais un dirigeant qui voulait une augmentation de salaire. On a discuté et je lui ai dit oui, mais il y a d'autres priorités. Je lui ai expliqué le salaire des autres dirigeants. Donc c'est une forme de transparence entre nous. Et il me dit ah oui, mais vu comme ça, effectivement, je préfère que tu privilégies augmenter les 2 autres. Donc ça limite pas les ambitions chez The Good Company de plafonner les salaires. Non, je pense que notre plafonnement, il est juste. Il faut attirer des talents, mais il faut effectivement 10 fois. Alors nous, le salaire minimal dans notre profession, c'est 2006, donc la convention collective. Donc 26 000 euros, si quelqu'un y arrive par mois, c'est très bien. C'est même plus que bien, c'est le bonheur. Moi, il y a un truc qui m'a toujours frappé, c'est pour avoir observé des amis qui avaient gagné beaucoup d'argent, c'est un peu comme le PIB d'un pays. C'est-à-dire que le bonheur augmente jusqu'à un certain niveau, et après, à un moment donné, c'est pas le bonheur qui augmente, c'est le sentiment d'inégalité qui augmente. Et c'est pareil au niveau des entreprises. Je pense qu'à partir d'un certain niveau, ça devient juste absurde. Mais en fait, la reconnaissance d'un salarié... Oui. Un salarié va rechercher une forme de reconnaissance. Ça passe forcément par une rémunération, mais parce qu'effectivement, on a tous besoin effectivement de revenir chez soi et puis de pouvoir vivre aussi sa propre vie. Mais il y a énormément en fait d'éléments que vous avez rappelés en fait sur le lien. La notion de lien dans l'entreprise. Je crois qu'une dernière étude qui a été faite par des chercheurs, j'ai plus les noms en tête, mais ils expliquaient que des premiers critères en fait pour que le salarié se sente bien dans l'entreprise, c'est l'ambiance au travail. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Donc là, on n'est plus dans la rémunération, même si c'est un sujet qui est important et c'est un sujet sur lequel on bataille chaque année entre direction et organisation syndicale. Mais il y a tout un tas de sujets qui sont effectivement importants sur la manière aussi dont les salariés ont l'impression d'avoir une vraie émancipation dans l'entreprise, dans le rapport aux autres et puis également dans la compréhension de ce qu'ils font et dans le sens aussi. Le sens du travail, on a parlé de la baisse de la valeur travail, mais le sens du travail est également essentiel. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se négocier par dialogue social. Moi, je suis persuadé qu'on peut faire énormément de choses en dialoguant et en allant chercher effectivement des espaces de discussion pour pouvoir proposer des choses sous forme d'accord ou dans le cadre d'un CSE. On peut imaginer tout un tas de choses. Mais ça passe également par la manière dont on organise l'entreprise
où le salarié, il sent vraiment qu'il a un pouvoir d'agir Oui. et qu'il a un pouvoir d'impact. Et que ça, c'est quelque chose qui est très important. Et enfin, voilà, je l'ai déjà dit, mais la notion de lien est très importante. C'est de la sociabilisation et c'est de l'émancipation sociale et aussi de l'émancipation écologique. Enfin, c'est ce que nous aussi on prône. C'est en fait la compréhension des enjeux, pas que de l'entreprise, mais également les enjeux sociétaux et écologiques. Et de quelle manière, moi, par mon activité, je peux faire le lien par mon activité, les impacts que je peux avoir dans l'entreprise sur ces sujets qui sont importants. Et je pense que c'est bien de ne pas se sentir démuni par rapport à l'état du monde ou alors, voilà, et pas être uniquement réduit à un chiffre sur une fiche de paie. Oui. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Ouais. Je pense qu'un des derniers lieux... Enfin, on sait qu'on vit dans un monde qui n'est pas forcément très apaisé, où il y a beaucoup de polarisation des opinions, beaucoup de conflits. Alors, historiquement, c'était l'entreprise, l'endroit où il y avait des conflits entre le patronat et les employés. Aujourd'hui, j'ai l'impression, dans un monde malheureusement qui s'envenime, l'entreprise peut être la possibilité d'une île, ou certaines entreprises doivent être une possibilité d'une île. C'est un des derniers lieux où on socialise, où on n'est pas devant ces écrans. C'est pour ça que le télétravail, c'est bien, mais à petite dose. Et je crois beaucoup aussi dans l'entreprise comme lieu de création de la citoyenneté, de création du lien. Avant, d'ailleurs, on rencontre toujours souvent son amoureux ou son amoureuse ou amourielle au boulot. Mais au-delà de ça, je pense que c'est hyper important, justement pour fidéliser les gens, pour qu'ils aient le sentiment d'apprendre quelque chose, de leur dire qu'ils n'ont pas besoin de laisser leurs opinions citoyennes, leurs opinions politiques à la porte de l'entreprise. Ouais. Ils peuvent le faire rentrer et l'entreprise peut être, alors c'est pas comme la transparence, à dose bien qualifiée, mais ça peut être un lieu aussi de dialogue et dans un monde où il n'y en a pas beaucoup, en fait, où les médias, c'est pas au compte, de moins en moins. Je vais donner des exemples concrets, plusieurs exemples concrets. Nous, on a une liste d'exclusion de certains secteurs qu'on avait dès le début. On avait 5 au début, dont le tabac, les énergies fossiles. Et puis, il y a eu 2 débats qui sont créés. Un, quand il y a eu une polémique sur Chine, enfin, il y a plusieurs polémiques sur Chine, et puis il y a une agence... Qui est une polémique. Chine elle-même, oui, tout à fait, en tant que telle. Mais il y a une agence, dont je citerai le nom, qui a travaillé pour Chine, et il y a eu Chine, je le rappelle, marque de fast fashion. Tout à fait. D'ultra fast fashion. Et donc il y a une entreprise qui a travaillé, une agence qui a travaillé pour eux, et on m'a beaucoup interpellé, moi et aussi le reste du groupe, pour prendre position là-dessus. Et on s'est dit, plutôt que de reprendre position sur les réseaux sociaux, c'est toujours facile d'être contre, et puis finalement, on va juste faire du mal, peut-être aux petits chefs de projet qui ont été obligés de travailler sur ce sujet-là dans l'agence concernée, puis on ne changera pas l'avis de l'actionnaire de cette agence de toute façon sur ces sujets-là. Plutôt que d'être contre, pourquoi on ne le met pas au débat entre nous et on en discute entre nous, on passe une petite heure à en débattre et puis on décide est-ce qu'on veut rajouter la fast fashion et l'ultra fast fashion à notre liste de discussion. On a discuté, on a débattu de manière démocratique, puis on a voté à la grande majorité pour rajouter la fast fashion. Pareil pour les jeux d'argent. Les jeux d'argent, on avait pas mal d'acteurs des jeux d'argent qui nous sollicitaient. C'est un gros secteur d'activité quand même dans la pub. Il suffit de regarder des matchs de foot ou de rugby, il y a Winamax, BetClick... les SUV. Oui, ça, les SUV, exactement. Du coup, vous avez fait un cadre, vous êtes imposé une charte éthique sur le choix de vos clients, par exemple ? Alors, on a dans nos statuts d'entreprise à mission, on avait 5 secteurs d'exclusion, et puis on a rajouté 2 autres, qui sont la fast fashion et les jeux d'argent, suite à justement des interrogations internes là-dessus. Et je trouve ça intéressant que les gens puissent en débattre. Après, l'autre chose qu'on a, c'est qu'effectivement, chacun a le droit de retrait en fonction d'un sujet. C'est-à-dire que l'agence peut prendre le sujet, mais si quelqu'un a un avis, il y a le droit de retrait. Et puis après, au-delà de ces 7 secteurs d'exclusion, et je pense que vraiment, on est parmi nos concurrents, on est ceux qui sont coupés le plus de parts de marché. Après, il y a des choses qui se jugent au cas par cas. On peut tomber sur des entreprises qui, en soi, n'ont pas l'air d'être très... progressiste ou for good, mais on tombe sur une équipe qui essaye dans cette entreprise-là de faire bouger les lignes, et donc on peut les aider. Et à contrario, on peut parfois tomber sur des gens qui ont l'air très très vertueux sur le papier, et puis se rendre compte en les rencontrant qu'ils sont extrêmement cyniques. Donc il y a 7 secteurs d'exclusion vraiment dans le statut d'entreprise à mission, et puis le reste c'est un peu au cas par cas. Mais on en discute aussi. Il se trouve qu'on a, nous, développé des outils de questionnement éthique. Alors ça peut être lié à des cas business, mais à d'autres choses, des cas technologiques aussi, bien sûr. Et là où ça a fait le lien avec ce que dit Luc, c'est qu'en fait, on essaie de sortir de débats très dogmatiques et clivants en créant les conditions d'un débat contradictoire qui soit bienveillant. Et pour ça, l'éthique est formidable, puisque l'éthique, c'est prendre une décision équilibrée dans un contexte qui est particulier
particulier. Et aujourd'hui, j'entends que des secteurs soient exclus. Demain, peut-être que si un acteur de ce secteur avait un vrai projet de transition et qu'il a besoin d'une super agence pour accélérer cette transition, je trouve que ça mériterait de se reposer la question et de la reposer dans un contexte qui serait donné. Bon, je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller forcément bosser avec certaines entreprises, mais nous, c'est plutôt arrêter là-dessus. Le projet doit faire foi. Évidemment, excluant certains types d'acteurs, mais globalement, c'est le projet qui fait foi. Parce que si c'est pas nous, ce seront d'autres acteurs qui auront moins de scrupules et qui feront potentiellement moins changer l'entreprise concernée. Et ça vaut surtout de créer des espaces de dialogue et de débat. Alors, historiquement, dans le cas du dialogue social, il y en a. Mais nous, on est en train de créer des poches de débat comme ça et de dialogue. On veut même institutionnaliser des moments de débat dans l'entreprise sur des sujets sociétaux, sur des sujets métiers. Et donc, on va s'outiller avec aussi des experts pour créer ces conditions-là. La Convention citoyenne en France avait très bien montré que des citoyens, quels qu'ils soient, dès lors qu'ils sont bien informés, sont capables de prendre des décisions qui sont au service de l'intérêt général. Et c'est ça qu'il faut qu'on essaie de recréer dans nos entreprises pour que l'on prenne des décisions, enfin, même si on prend des décisions parfois qui paraissent un peu radicales ou qui peuvent paraître non pas dans l'intérêt des salariés mais du business, tout le monde comprenne même pourquoi elles ont été prises. Et moi j'ai souvent vu des gens qui étaient très dogmatiques dans leur première vision d'un choix business et dès lors qu'on avait posé le débat étaient beaucoup moins dogmatiques. C'était peut-être que si l'agence va pas très bien, si le contexte économique est pas favorable, si l'intérêt technologique est énorme, peut-être que ça vaut quand même le coup de se poser la question. Margot, vos process sont similaires chez Make Sense pour créer du dialogue? Ouais, exactement. On a pas mal d'espaces de discussion qui existent de manière spontanée ou de manière cadrée, sur des sujets d'ailleurs, comme tu disais, plutôt business, parfois qui sont entrés aussi avec l'environnement politique. On mêle quand même pas mal ce qui va se passer dans des contextes extérieurs et ce qui va se passer aussi au sein de l'entreprise. Et une de mes conclusions, c'est qu'on en tire souvent beaucoup de fierté. En fait, ces espaces, on arrive à avoir des dialogues qui sont bienveillants. Alors forcément, il y a des cadres même de discussion avec une parole respectée, un avis respecté, enfin un cadre de bienveillance qui est posé. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on en tire quelque chose, donc de l'exclusion sur des sujets business, ou alors qu'on se soit juste un espace où on puisse s'exprimer et avoir le ressenti des uns des autres. Ça nous renforce dans un collectif où on sait qu'on va pouvoir s'exprimer en tant que salarié de manière transparente avec nos équipes, sans jugement. Et en fait, ça permet d'avoir beaucoup de cohésion et ça permet d'en tirer de la fierté et donc indirectement de la fidélisation des salariés. Et c'est-à-dire que chez Make Sense, toutes les décisions sont votées, quelles qu'elles soient? Alors, on a deux grands principes de décision. Si tu restes plus de 10 ans. Non, on a deux grands types de décisions. On va avoir ce qu'on appelle des sollicitations d'avis. Donc là, je vais vouloir prendre une décision. Ça peut être sur mes objectifs de l'année, ça peut être sur la stratégie de l'équipe ou mon salaire. Et donc là, ce que j'expliquais un peu, je sollicite des personnes autour de moi et une fois que j'ai un avis éclairé en fait sur la situation, je vais pouvoir prendre la décision. Et après, sur des décisions un peu plus structurantes, par exemple des réorganisations d'équipes, notamment, là on est en train de revoir notre grille de salaire, on ne peut pas solliciter cas par cas chacune des personnes. Donc là, on a un autre mode de fonctionnement qui s'appelle la gestion par consentement. Et donc là, on va avoir une équipe, un groupe de travail qui va travailler en chambre avec des points réguliers pour tenir informé le collectif de où est-ce qu'on en est et qui va proposer à l'issue de ce temps de travail une proposition qu'elle va soumettre au collectif et le collectif va pouvoir exprimer est-ce qu'il est d'accord ou pas avec cette décision. Et la seule forme d'objection possible, on ne cherche pas le consentement, on ne cherche pas à savoir si tout le monde est d'accord, on cherche à savoir est-ce qu'une personne ne peut pas vivre avec cette décision. Et tant qu'on a des objections, on va continuer à essayer de bonifier. Et une fois qu'on a plus d'objections, la décision va rentrer dans le droit commun Make Sense. Restez avec nous, on passe au pari d'avenir. Et comme à chaque fois, on termine cette émission avec le pari d'avenir, un moment pour découvrir une initiative, un outil, un événement qui inspire. Et on commence avec vous, Margot. Merci Alix. Alors peut-être moi je vous ai beaucoup parlé de Make Sense, beaucoup parlé de ce qu'on faisait nous en interne. Et pour le pari de l'avenir, j'ai fait un choix, je suis sortie un petit peu de ça et j'ai choisi plutôt une entreprise qui communiquait beaucoup en externe avec pas mal de transparence. Et j'ai pris l'exemple du dernier rapport de Patagonia qu'ils ont publié en 2025, qui n'est pas un rapport d'impact, qui n'est pas un rapport d'activité, mais qui est un rapport work in progress, donc dans lequel ils exposent avec pas mal de transparence ce qu'ils ont réussi à faire, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire,
Et plutôt que d'être dans un exercice un peu d'autocongratulation de où est-ce que, de ce que j'ai réussi à mettre en place et en fait avec assez peu de challenge finalement, ils renouvellent ils mettent en place un nouveau type d'exercice où en fait ils s'auto-évaluent sur qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus et où est-ce qu'on est aujourd'hui et tout le chemin qui nous reste à parcourir. Et j'ai trouvé que l'exercice de transparence était plutôt intéressant. Messieurs, Luc. Alors moi, puisque c'est un pari d'avenir, je pense que c'est aussi un souhait d'avenir. Aujourd'hui, dans les milieux des affaires, l'avenir est synonyme souvent d'IA. On nous rabâche l'IA en permanence, et à juste titre quelque part, parce que c'est une vraie révolution industrielle. Après, c'est toujours pris sur le prisme des gains de productivité, et on se pose peut-être pas assez la question de à quoi servent les gains de productivité. L'IA permet des gains de productivité, mais à chaque fois, c'est toujours présenté sous l'angle d'on va produire plus, réduire les coûts. Or, on a toujours un choix quand il y a des révolutions industrielles. Marx en avait parlé, et puis John Maynard Keynes aussi, dans la lettre à nos petits-enfants, d'ailleurs qui a presque 100 ans, il a écrit ça en 1930. On entend beaucoup parler des gains de productivité sous l'angle de, plus d'argent, on entend dans les cafés parisiens, on pourra produire un film à 10 fois moins cher. Mais on oublie aussi que les gains de productivité peuvent être au service du bien-être des salariés et des pratiques managériales plus justes et plus progressistes. Et donc, moi, j'ai 2 exemples. Alors, il n'y en a pas beaucoup, malheureusement, parce que justement, il y a beaucoup de use cases, il y a beaucoup de cas d'entreprises qui se targuent de réduire leurs coûts, de produire davantage, d'être plus efficaces. Il n'y en a pas tant que ça. Il y a Google avec leur programme Eats, mais bon, Google, il faut attendre un peu parce qu'ils nous ont promis aussi To Know Evil, et puis bon, c'est un peu dérivé. Mais je voudrais peut-être citer 2 exemples que je connais bien. Un, c'est un de nos concurrents et confrères, Pixelis, qui a profité de l'IA, les gains de productivité, pour instaurer la semaine des 4 jours. Donc, bravo à eux. C'est une réflexion sur l'IA qu'on n'entend pas tant que ça. On réfléchit beaucoup dans nos métiers d'agence de com, à comment réduire les coûts, créer davantage de contenu pour mettre dans nos tuyaux. Réfléchir un peu moins au bien-être des salariés. Donc ça, c'est une démarche, je trouve, intéressante. Et un autre cas que je connais bien, c'est dans notre groupe qui a une structure de fundraising. On a un centre de téléappel, parce que quand les gens font des dons, il faut bien recevoir les coups de fil pour les dons. Et il y a une démarche qui a été mise en place par nos consoeurs et nos confrères de cette agence de télémarketing pour utiliser l'IA, pas tant pour réduire les coûts, mais pour enlever les tâches répétitives et aussi pour aider les salariés à objectiver un peu leur performance, et non pas dans une vocation punitive, mais essayer de les aider à évaluer où ils en sont pour les faire progresser. En enlevant parfois le biais d'un manager qui va avoir une vision un peu partielle de ce que font les gens, alors que là, on va utiliser l'IA pour avoir une vision plus globale. Alors, ça pose d'autres questions de surveillance, la transparence, pas la surveillance. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant parce que c'est 2 exemples où l'IA n'est pas sous le prisme uniquement de faire plus pour moins cher, mais comment est-ce qu'on peut aider les collaborateurs avec une utilisation intelligente de l'IA. Merci beaucoup, Luc. Mickaël. Eh bien, moi, nos débats étaient très riches et du coup, j'ai 2 propositions à faire. J'ai un outil et une initiative. On a beaucoup parlé de transparence et donc, moi, j'ai envie de faire le lien entre la transparence et la démocratie. Et donc, du coup, un des moteurs de la démocratie, un des outils indispensables, c'est ici, par exemple. Donc, ce sont les médias. Et donc, le lien entre démocratie et médias, dont le contexte actuel, moi, me paraît intéressant. Et donc, j'ai deux choses à vous parler. Le premier, c'est un peu de l'autopromotion, parce que c'est un outil qui a été fait par l'Union des journalistes CFDT, qui permet en fait de réexpliquer le rôle des journalistes. Qui permet de réexpliquer ce que c'est que le rôle d'un journaliste. Qu'est-ce qui se passe avec la concentration des médias? Qu'est-ce qui se passe quand il y a un changement d'actionnaire majoritaire dans une rédaction? Comment se comporter? Comment le rôle de l'ARCOM, le rôle du conseil de déontologie? Tous ces sujets-là, c'est des sujets que se posent aujourd'hui beaucoup de journalistes, sachant qu'ils ont un rôle essentiel avec les médias pour pouvoir justement apporter de la vraie information et donc être un acteur important de notre démocratie. Voilà, donc ça c'est plutôt pour moi. Du coup, voilà, donc je vous le donne.
Et puis après, c'est une initiative un petit peu dans le même sujet, donc démocratie, la transparence. C'est une initiative faite par des entreprises de la tech qui s'appelle La Concorde. Donc ils ont monté une initiative. Ils ont fait un fonds philanthropique d'urgence pour mobiliser des fonds sur le sujet justement de comment défendre la démocratie et comment défendre l'état de droit, donc ce à quoi on est attaché. C'est une initiative complètement apartisane, mais qui met vraiment en avant l'intérêt du vivre ensemble, l'intérêt de dépolatariser, j'arrive pas à le dire, dépolariser les débats, et puis également faire en sorte que l'accès à une information fiable soit un droit. Et donc, c'est un fonds, du coup, qui distribue de l'argent à des initiatives, à des associations. Donc là, ils ont financé une partie de l'étude Destin commun, par exemple, qui explique justement tous les sujets du vivre ensemble. Ils ont financé 1001 territoires, qui est une initiative avec pas mal d'associations. Et puis, ils financent également des petites entreprises. Une qui travaille pour comment faciliter les procurations, la mise en place de procurations, par exemple, pour aider à faire en sorte que tout le monde puisse voter. Voilà, donc j'ai trouvé que l'initiative était intéressante de voir que le monde économique se mobilisait également sur un sujet qui nous est propre à tous, qui nous est cher à tous, à savoir l'état de droit, la démocratie et le vivre ensemble, sachant que tous les sujets qu'on a abordés aujourd'hui, c'est vrai que si demain on n'est plus en démocratie, ce sera compliqué de faire de la transition écologique, ce sera compliqué de valoriser les actions à forte dimension sociale et à fort impact dans les entreprises si effectivement demain les règles et le cadre ils changent. Voilà. Merci beaucoup, Mickaël. Vous avez doublement travaillé, du coup. Thomas, est-ce que tu veux conclure Je vais essayer de conclure habilement, et une fois n'est pas coutume, Alix, plutôt en essayant de proposer un regard sur la façon dont le monde de l'entreprise peut se saisir de ces idéaux démocratiques, de transparence, de partage de l'information en réalité. Et comme je le disais dans l'édito en ouverture, puisque la valeur travail est fortement percutée, alors peut-être par des effets technologiques de rupture comme l'arrivée de l'intelligence artificielle, ou aussi parce que malheureusement dans notre pays, de plus en plus de gens ne vivent plus de leur travail, donc la valeur travail n'est plus aussi forte qu'elle n'a pu l'être par le passé. Je pense que globalement, le monde économique a tout intérêt à faire en sorte que les salariés puissent être acteurs, actrices de la vie démocratique de l'entreprise, donc des mécaniques de prise de décision, et plus ces individus seront impliqués, pour ceux qui le veulent, puisque tout le monde ne le veut pas forcément, mais pour ceux qui le veulent, plus les entreprises à l'avenir seront robustes, résisteront à des fluctuations. Et je terminerai par un exemple très concret que je vois en ce moment chez nous, chez Norcis, dans la continuité de ce que disait Luc tout à l'heure. C'est que chez nous, par exemple, on fait de l'informatique. Donc les ruptures technologiques comme l'IA générative nous percutent très fortement, à un moment même où d'ailleurs des acteurs, eux, font que du gain de productivité, de la baisse de prix, et jouent un jeu, à mon avis, très dangereux. Chez nous, on a essayé de co-créer avec les salariés et toutes nos instances de gouvernance un document central, une sorte de charte d'engagement, de contrat de confiance collectif, qui vise à dire comment est-ce qu'on pense qu'on peut s'approprier cette rupture technologique de la bonne façon pour gagner en efficacité, gagner en qualité de vie, gagner en temps de qualité entre humains, d'autant plus on évitera des tâches répétitives, parfois peu intéressantes. Et ce document-là, on l'a conçu en sollicitant notre conseil éthique, notre CSE, notre pôle d'innovation. Et grâce à ça, je pense qu'on a co-construit un cadre d'usage qui, dans les moments très tumultueux que l'on vit autour de cette rupture technologique, on garde une confiance et une envie collective d'aller vers un projet d'avenir qui nous semble désirable. Voilà le pari d'avenir, c'est la co-construction avec les salariés, parfois sur des projets éminemment stratégiques qui rendra les entreprises plus résistantes au changement. Merci Thomas pour cette conclusion. Merci à Margot Bussière, directrice des investissements chez Make Sense. Merci Luc Wise, fondateur et CEO de The Good Company. Et merci à vous, Mickaël Pinault, secrétaire fédéral de la Fédération F3C-CFDT. Thomas, on se dit à dans 2 semaines. Et oui, comme d'habitude. Merci à tous les trois. À Alexis Mathieu, le producteur de cette émission aux manettes en régie actuellement. À très bientôt sur Be Smart for Change.